Le marché alimentaire du Togo, plus particulièrement de Lomé au mois d'octobre, présente un tableau mitigé avec des fluctuations des prix des denrées de base et des céréales. Ces variations sont en grande partie attribuables à des conditions climatiques difficiles qui ont un impact direct sur les récoltes locales, créant aussi des tensions sur l'approvisionnement. Parmi les produits phares, le maïs, essentiel à l'alimentation de la plupart des Togolais, se vend entre 600 et 700 francs CFA pour un bol de 2,5 kg, tandis que le prix standard est de 650 francs CFA contre 500 francs le bol il y a encore quelques mois. Les haricots, auparavant négociés à 1000-1200 francs, affichent désormais des prix entre 3500 et 4000 francs CFA. Toutefois, les importations de petits haricots du Niger à 2500 francs offrent une légère détente des prix. Le sorgho se fixe à 1300 francs CFA et le riz largement importé se situe entre 1400 et 2000 francs CFA selon la qualité. Les prix des produits de première nécessité tels que l'huile, le lait et le sucre continuent d'inquiéter les ménages. L'huile végétale se vend à environ 1000 francs CFA le litre, le lait à 1400 francs CFA et le sucre à 1600 francs CFA le kilo. D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSID, l'indice national harmonisé des prix à la consommation a connu une baisse de 4,7% en septembre 2024 pour les produits alimentaires. Malgré cette diminution, les variations de prix demeurent sensibles, reflétant l'interaction complexe entre l'offre locale et les importations, ce qui a un impact significatif sur le coût de la vie dans le pays. Le Togo veut inscrire les sites métallurgiques de Bassar au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Pour ce faire, les démarches administratives ont démarré récemment. Un plan de conservation et de gestion de ces sites a été validé à Bassar. Ces documents approuvés vont être soumis au Centre du patrimoine mondial, CPM. Ils définissent un plan de gestion quinquennal des sites concernés. Dans les détails, 7 sites ont été retenus pour figurer sur la liste de l'UNESCO. Il s'agit des sites Mpampo 1, Mpampo 2 et Dikpansaware qui se trouvent dans la commune de Bassar 1, Bichabé et Chogma à Bangeli dans Bassar 2, suivi de Nambambu et Tatre à Poutandior dans Bassar 3. Notons que selon les recherches archéologiques, les activités métallurgiques sur certains de ces sites remontent à 400 ans avant Jésus-Christ et se sont développées progressivement jusqu'au XXe siècle. Parmi les vestiges encore visibles sur ces sites, on retrouve près de 100 fourneaux de fonte partiellement ou entièrement debout, notamment en Mpampo 1 et Mpampo 2, et des traces d'extraction minière, des amas de scories atteignant parfois 4 mètres de hauteur, des likumanjouls qui sont des lieux de concassage du fer dans les zones de Bichabé et des dépôts de scories de forge. Les communautés locales sont appelées à s'engager dans une gestion participative et à assurer la protection des sites. Après les sites métallurgiques de Bassar, les efforts se font pour intégrer aussi au patrimoine de l'UNESCO le site Aneho Glidi. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. Tout au long du mois, de nombreux événements ont lieu au Togo et presque dans tous les pays du monde visant à sensibiliser le public. Ces événements organisés par des gouvernants ou encore des partenaires permettent d'informer ou encore d'encourager la prévention. Malheureusement, malgré la sensibilisation au cancer du sein, la maladie continue de toucher de nombreuses femmes. À l'époque, chez nous, il y avait une alimentation saine, une alimentation naturelle. Parce que quand vous fouillez dans les causes, mais ce ne sont pas les causes, mais les facteurs de risque de cancer, vous allez voir que l'alimentation a une grande importance parmi les facteurs de risque du cancer. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le cancer est une maladie de l'Occident. Mais maintenant, c'est arrivé chez nous. Ce n'est pas arrivé chez nous, mais ça commence par se manifester davantage chez nous parce que notre système alimentaire a fondamentalement changé. Aujourd'hui, on se nourrit beaucoup plus avec des aliments très raffinés, avec des aliments, quand ils rentrent dans notre organisme, ils n'arrivent plus
a détruit automatiquement les cellules tumorales que l'organisme produit lui-même à chaque seconde. Il est clair que le cancer du sein reste l'un des plus fréquents chez les femmes et la détection précoce améliore les chances de guérison de la maladie. Chez nous en Afrique, le cancer continue à gagner du terrain parce que l'Africain est croyant. Être croyant, c'est une bonne chose, c'est une qualité que nous avons, c'est une valeur que nous avons. Nous avons la foi en Afrique. Et cette foi, qui est une bonne chose, constitue aussi un problème pour nous parce que l'Africain a tendance à croire que Dieu peut tout lui faire. Et même dans le domaine de la santé, dans le domaine de la maladie, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Et surtout, quand il s'agit d'une maladie qui fait peur. Puisque le cancer, tout le monde a peur. Donc, à cause de cette peur-là, les gens ne veulent même pas parler du dépistage. Ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils ne veulent pas aller se faire consulter. Tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'elles veulent faire, c'est d'aller dans les centres de prière, c'est de croire en Dieu, c'est de croire en Jésus, c'est de croire en Allah, c'est de croire en nos dieux. Environ 10% des cas se manifestent chez les femmes de moins de 35 ans et près de 20% avant 50 ans. Plus il est détecté tôt, plus le cancer du sein peut être soigné facilement. Au stade le plus précoce, il est guéri dans 87% des cas. Par ailleurs, le rapport de l'Observatoire mondial du cancer en 2020 donne une estimation de 5208 cas diagnostiqués au Togo, avec pour la même période 3486 décès. C'est l'un des plus grands marchés à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. Avec ses 35 000 boutiques étalées sur plus de 19 hectares le long de la lagune de Dan, le marché d'Antokpa, poumon économique de Cotonou, vit ses derniers instants. Une fermeture nécessaire pour la sécurité des visiteurs et des marchands selon les autorités. Mais de nombreux commerçants craignent que cette relocalisation n'entraîne une augmentation de leurs frais de déplacement et une perte de leur clientèle. Ce marché existait avant notre naissance et je n'ai pas constaté d'anomalie majeure. Certes, j'élève mes enfants seuls et mes ventes d'ici me permettent de les élever, mais qu'est-ce qui dit qu'une fois dans le nouveau marché, je continuerai toujours à vendre comme ici? Depuis sa création en 1963, Dantokpa a été ravagé par une vingtaine d'incendies. Un risque doublé d'une insalubrité avancée qui a poussé le gouvernement à remplacer cet emblème national par 35 nouveaux marchés, plus sûrs et plus modernes, dispersés dans toute la capitale. Aujourd'hui, il faut qu'on élève un peu le niveau de nos réflexions et qu'on s'aligne aux standards internationaux. Vous voyez comment les gens sont installés aujourd'hui. Elles viennent, le marché est déjà balayé, les agents de sécurité sont là, passent dans le marché, n'importe qui vient, il sait qu'il est sécurisé. Le déménagement devrait aussi être bénéfique pour la lagune toute proche, polluée depuis des années par les activités du marché. Ça va être bon pour la lagune, parce qu'en fait, la lagune, ça s'est rétréci, c'est-à-dire que la lagune est un peu coincée. Si on déplace, moi ce que j'aurais souhaité, c'est que dès qu'on déplace, on travaille beaucoup plus pour donner de l'espace à la lagune, pour la laisser respirer. Parce que la lagune constitue aussi un danger pour la ville de Cotonou, si on ne prend pas garde. Aucune date de destruction pour le marché d'Antokpa n'a encore été fixée. Une vingtaine de nouveaux marchés pouvant accueillir 30 000 commerçants ont déjà été construits. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets qui étaient en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là est remis en question.
Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, tout et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi. Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là, pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. On ne cherche que la justice et la réparation. Des Congolais sont morts, des Congolais ont été blessés, des Congolais ont été emprisonnés, ont perdu des biens de valeur. Et il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. En 2018, l'État congolais s'était engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse qui reste à ce jour non tenue. Contacté par nos soins, le ministère de la Communication a déclaré ne pas se souvenir d'un tel engagement pris par les autorités. Le nouveau vice-président du Kenya prête serment ce vendredi. Il a reçu l'autorisation d'entrer en fonction malgré la procédure judiciaire contestant la destitution de son prédécesseur. Jeudi, la Haute Cour de Nairobi a annulé la décision d'un autre tribunal qui avait suspendu la prestation de serment de Kithure Kindiki pour éviter le vide institutionnel. L'ancien vice-président Rigathi Gachagua a été mis en accusation et démis de ses fonctions par le Parlement le 17 octobre pour corruption, incitation aux divisions ethniques et soutien aux manifestations antigouvernementales. Pour le remplacer, le président William Ruto a nommé dès le lendemain M. Kindiki, jusque-là ministre de l'Intérieur. La destitution de M. Gachagua a mis en lumière les frictions entre lui et le président Ruto au sein de l'Alliance démocratique unie au pouvoir. L'ancien vice-président a été accusé d'insubordination lorsqu'il s'est opposé à l'expulsion des riverains après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations meurtrières dans le pays. Sous un arbre, une femme se recueille. Cette Soudanaise s'est assise devant un tas de bois, c'est la tombe de son fils de 7 ans et demi, mort de faim dans ses bras. Pas de bombe, pas de sang, pas de combat dans ce sud Kordofan, dans le sud du Soudan. Juste la mort, incontournable conséquence de la guerre civile depuis 1 an et demi. Il me disait, quand la route de Khartoum sera ouverte, nous y retournerons. Je lui ai demandé de dormir. Il parlait beaucoup, plus que nécessaire. S'il trouvait quelqu'un de plus âgé que lui, il lui parlait comme un adulte. Mais c'est Dieu qui a voulu cela. Son histoire, qui date de quelques semaines, est désormais celle de milliers de Soudanais. La famine frappe les plus faibles et il se compte par millions. Plus de 11 millions de personnes sont déplacées dans leur propre pays, 14 millions si l'on dénombre les Soudanais qui ont fui à l'étranger. C'est 30% de la population du pays, selon l'ONU. Et chaque jour, les conditions se dégradent, la faim tue. Dans cet hôpital, les enfants comme les adultes venaient s'éteindre ici ces derniers mois. Avec la guerre et en plus du mauvais temps que nous avons connu au cours des 2 dernières années, nous constatons une augmentation du nombre de malnutrition chez les adultes. Et cela se produit au milieu de l'année, d'avril ou mai jusqu'à septembre au moins. C'est la période où il n'y a pas assez de nourriture dans les ménages et ils se présentent à l'hôpital alors qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Aujourd'hui, la moitié des Soudanais souffrent de malnutrition sévère et le conflit s'envenime encore. Des rapports font état d'incendies de récoltes,
À l'heure où plus de 25 millions de Soudanais sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë en raison de conflits, la destruction des récoltes dans une région considérée comme le grenier du pays ne peut qu'exacerber une situation déjà catastrophique. Lors de cette conférence de presse, ce porte-parole annonçait la mort de 124 personnes dans un village au sud de Khartoum vendredi dernier. De nouvelles milices apparaissent dans l'est du pays. Le Soudan s'enfonce chaque jour un peu plus. Après 58 ans de règne sans partage, le Parti démocratique du Botswana a perdu le pouvoir. Mogwetsi Masisi, le président sortant, a reconnu sa défaite ce vendredi avant même l'annonce officielle des résultats. Selon un décompte partiel, le BDP se retrouvera en 4e position, n'obtenant que 3 sièges. En revanche, l'Umbrella for Democratic Change, principal parti d'opposition, devrait prendre les rênes du pouvoir. Avec 25 sièges déjà sécurisés, Douma Boko, avocat et leader de ce parti, doit succéder à Masisi. Ce dernier a promis d'appeler ce défenseur des droits de l'homme pour reconnaître sa défaite. Selon le système électoral du Botswana, le premier parti à obtenir 31 des 61 sièges du corps législatif sera déclaré vainqueur, pourra installer son candidat à la présidence et former un gouvernement. En attendant, le dépouillement des votes est en cours et les résultats devraient être annoncés par la commission électorale indépendante dans le courant de la journée.